Donc dans cette conférence de consensus émise par la SNFGE en septembre 2011, on va traiter des recommandations de prise en charge d'un patient porteur chronique de l'antigène HBS, recommandation qui complète celle émise par la HS en 2006 et que l'on avait déjà vue ensemble. Donc en premier lieu, cette recommandation remet bien au point le bilan minimal à effectuer en cas de découverte d'un antigène HBS chez un patient. La première chose à faire, c'est de confirmer le portage chronique de l'antigène HBS, à savoir un antigène HBS positif 2 fois à 6 mois d'intervalle. Systématiquement, on complète avec le dosage de l'anticorps anti-HBC et de l'anticorps anti-HBS qui vont permettre de faire le diagnostic différentiel entre une hépatite B chronique, une hépatite B guérie et un profil vacciné. Ensuite, deuxième chose, c'est bien sûr évaluer la multiplication virale. Et là, on a un paramètre clé qui est la PCR de l'ADN du VHB, qu'il faut souvent répéter puisque la virémie peut être assez fluctuante. Autre paramètre qui permet d'évaluer la réplication virale, c'est l'antigène HBE chez la plupart des personnes, excepté chez les patients ayant le mutant précoce, chez qui l'antigène HBE ne reflète pas l'activité virale. Après le bilan virologique, il y a un bilan biologique assez systématique avec une numération, un bilan d'hémostase, en particulier un TP à la recherche d'une insuffisance hépatocellulaire et bien sûr le bilan hépatique, en particulier les transaminases qui sont un signe d'activité de la maladie important. Par ailleurs, il faut bien sûr évaluer le terrain puisque tout patient porteur d'une hépatite B chronique est plus à risque d'être co-infecté par le VIH, le VHB, le VHC et le VHD. Par ailleurs, comme toute maladie transmissible, il faut évaluer les risques de transmission à l'entourage et donc évaluer chez le patient le mode de contamination, à savoir les antécédents, les facteurs de risque tels que les pratiques sexuelles à risque, la toxicomanie IV. Et puis, ne pas hésiter à dépister et vacciner l'entourage. Enfin, la dernière chose, et qui va être essentielle pour guider le traitement, c'est d'évaluer le stade de fibrose et l'activité histologique de l'hépatite B chronique. Et pour ça, on a 2 types de tests à notre disposition. Soit les tests non invasifs, donc ils sont recommandés en première intention dans l'hépatite C chronique. Dans le cas de l'hépatite B chronique, ils ne sont recommandés que si les transaminases sont normales et si la charge virale est faible, c'est-à-dire moins de 2000 copies. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire la plupart des cas, et ça reste la méthode de référence, on privilégiera la PBH avec donc le calcul du score Métavir. À partir de l'ensemble de ces données donc cliniques, biologiques et histologiques, on va pouvoir définir des stades d'activité de la maladie, à savoir la tolérance immune, le portage inactif ou une hépatite chronique. Je ne reprends pas les caractéristiques de chacune de ces catégories, elles sont dans la fiche que vous avez sur le site. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a d'un côté 2 stades que sont la tolérance immune et le portage inactif, avec des patients qui n'ont pas de signe d'activité histologique et pas d'élévation des transaminases. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'indication à un traitement, sauf cas particulier qu'on va voir. En revanche, l'hépatite chronique est, elle, marquée par des signes d'activité histologique et une élévation le plus souvent des transaminases qui peut favoriser donc le risque de survenue de cirrhose. Et y a-t-il un risque de progression vers la cirrhose, même en l'absence de cytolyse hépatique? Alors oui, tout à fait. Bien sûr, l'élévation des transaminases, la cytolyse hépatique est un facteur de risque majeur de progression vers la cirrhose, mais on a montré que même en absence de cytolyse, d'autres facteurs indépendants étaient associés à la survenue d'une cirrhose, en particulier des facteurs liés au terrain, un âge élevé, le sexe masculin, une co-infection par le VIH, des antécédents de réplication virale, et des facteurs environnementaux comme l'alcool, le tabac, et des facteurs liés au virus, certains génotypes, et notamment, comme j'ai déjà dit, la co-infection par le VIH. C'est donc dans cette situation d'hépatite chronique qu'on va avoir une indication à un traitement, et l'indication à traiter, elle va se faire dès qu'il y a une maladie hépatique significative, c'est-à-dire un score Métavir A strictement supérieur à 1 et ou F strictement supérieur à 1.
Bien sûr, le traitement, il faut le débuter en urgence si jamais il y a une cirrhose décompensée, et on va voir quelles sont les molécules qu'on peut utiliser pour ce traitement. En dehors de l'hépatite chronique, avec donc une activité histologique, une cytolyse hépatique, qui est le cas le plus fréquent que vous rencontrerez dans les cas cliniques ou dans la vraie vie, il y a deux autres situations à lesquelles vous pouvez être confrontés qui vont justifier l'introduction d'un traitement même en l'absence de maladie hépatique significative. C'est un patient porteur de l'antigène HBS positif qui va être mis sous traitement immunosuppresseur, en particulier les anti-TNF-alpha, le rituximab, les corticoïdes. Ce traitement, dans ce cas-là, il faut débuter les antiviraux avant d'instaurer le traitement immunosuppresseur et le poursuivre au moins 1 an après l'arrêt du traitement immunosuppresseur. En cas de traitement préemptif, pourquoi le traitement doit être poursuivi 1 an au moins après l'arrêt de l'immunosuppression? Alors il faut bien poursuivre le traitement au moins 1 an après l'arrêt de l'immunosuppression, parce que c'est pas parce qu'on arrête le traitement immunosuppresseur que le système immunitaire revient à la normale immédiatement. C'est le cas en particulier avec les corticoïdes, la chimiothérapie, qui peuvent provoquer une immunodépression prolongée, ou encore le rituximab qui va provoquer une hypogammaglobulinémie donc profonde, même après l'arrêt du traitement. Il y a donc toujours, même à l'arrêt du traitement, un risque de réactivation virale et d'évolution vers une hépatite active, ce qui justifie la poursuite du traitement pendant au moins 1 an. Donc ça, c'était la première situation en dehors de l'hépatite chronique qui peut justifier un traitement, le traitement préemptif en cas de traitement immunosuppresseur. La deuxième situation, c'est les femmes enceintes porteuses de l'antigène HBS positif avec une réplication virale. Ce cas donc justifie l'introduction d'un traitement au 3e trimestre de grossesse par tenofovir en première intention, parce qu'on n'a pas de données sur l'autre analogue nucléotidique de 2e génération qui est l'entecavir, et que les interférons sont contre-indiqués. Il faut donc les traiter systématiquement à partir du 3e trimestre. Il faudra bien penser à la sérovaccination de l'enfant dès la naissance. Donc, quelle molécule peut-on utiliser pour le traitement de l'hépatite B chronique? Donc en fait, on a deux options de traitement. L'option privilégiée et à retenir, c'est l'emploi d'analogues nucléotidiques de 2e génération en monothérapie, au choix le tenofovir, à savoir le viréad, ou alors l'entecavir, le baraclude, qui ont totalement supplanté les analogues nucléotidiques de 1re génération, comme la lamivudine ou encore l'adefovir. L'objectif avec ces médicaments, c'est d'avoir une charge virale indétectable, c'est-à-dire moins de 12 à 28 par millilitre au bout de 48 semaines de traitement. L'alternative thérapeutique, mais qui est de moins en moins utilisée, qui est privilégiée uniquement chez les patients nécessitant un traitement de courte durée, c'est l'interféron pégylé pour une durée de 12 mois. Et là, les objectifs sont un peu plus larges puisqu'on se fixe un objectif d'ADN inférieur à 2000 copies. Donc, c'est important, quel que soit le traitement, de suivre de manière rapprochée le patient sur le plan de l'efficacité, bien sûr avec la charge virale, et on sera extrêmement strict notamment en cas de traitement par interféron. En cas d'inefficacité, à savoir à 3 mois s'il n'y a pas une baisse de plus d'1 log, dans ce cas-là le traitement est arrêté, et à 6 mois si on est toujours au-dessus de 2000 unités, on arrête le traitement par interféron. Enfin, il faut surveiller la tolérance. Pour les patients sous interféron, c'est essentiellement la TSH, d'accord, mais également les plaquettes, puisqu'il peut y avoir un risque de cytopénie. Et ce qu'il faut retenir, c'est pour le traitement par analogue nucléotidique, surveiller de manière rapprochée la fonction rénale et le bilan phosphocalcique, puisque les analogues nucléotidiques de 2e génération, s'ils sont globalement bien tolérés, peuvent conduire à des tubulopathies. Dernier mot sur les patients que l'on décide de ne pas traiter, les patients avec une tolérance immune ou alors un portage inactif. Il faut bien sûr les surveiller, on ne va pas les laisser dans la nature, et on les surveille essentiellement sur le plan biologique avec des transaminases tous les 6 mois et un suivi virologique avec l'antigène HBE et les anticorps anti-HBE. Et on les surveille aussi sur le plan morphologique avec une échodoppler hépatique tous les 6 mois et un dosage d'alpha-fétoprotéine et une évaluation de la fibrose au moins tous les 2 ans.